Bonjour Jacques. Bonjour Marie-Claude. Alors Jacques, cette fois-ci, tu nous parles de l'attitude des parents face à la maladie de leurs enfants. Alors c'est évident que quand on a un enfant malade, ça vient nous chercher beaucoup sur le plan émotionnel et puis on est peut-être des fois les moins aidants, je dirais, par rapport à tout ça auprès de notre enfant. Alors tu dis, toi, que le parent porterait le conflit que l'enfant a aussi. Justement, Marie-Claude, ça c'est très important, puis c'est ça que je veux mettre en évidence au moment où on se parle actuellement, là. C'est que j'ai pas entendu ça souvent. Moi non plus. Par exemple, par exemple, bon, on a, dans la deuxième édition du livre « Le grand dictionnaire des malaises et maladies », on a détaillé davantage les maladies de l'enfance, hein, la varicelle, la picote, toutes ces maladies-là. Là. Donc, je n'entrerai pas là-dedans. Le sujet, c'est ce que je veux mettre en évidence, c'est la relation entre cette maladie qu'un enfant peut avoir et le parent. Bon. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que quand je suis en surstress psychologique, hein, à 100 ça bascule dans la biologie. OK? Mon enfant, quand il y a une maladie comme ça, là, je dis qu'il développe une certaine maladie, c'est impossible que mon enfant développe une maladie et que moi, comme parent, j'ai pas une partie du même conflit. Là, tu n'es pas en train de dire là, que le parent fait avoir la maladie à l'enfant, là? Non, pas nécessairement. Parce que... Ça me rassure. Oui, parce que du moment que... Bien, il y a toujours la notion de responsabilité à 100 Bon, on peut être peut-être nouveau pour certains, là. Je suis responsable à 100 de tout ce que je vis depuis le moment de ma conception. Ça, c'est le principe de base. Là. Il y a des choses qu'on peut être d'accord ou pas, ça demande des explications, mais disons qu'en partant de là, l'enfant, lui, quand il développe sa maladie, il est responsable à 100 Mais là, ce que je veux mettre en évidence, c'est que moi, comme parent, je peux avoir ce conflit-là à 10, 20 ou 30 C'est impossible que moi, j'ai 0 du conflit que mon enfant développe, qui a rapport avec la maladie qu'il a. Donc, si j'ai ce conflit-là en dedans de moi à 30 peut-être que je ne me rendrai jamais à 100 hein? Je ne développerai pas la maladie de mon enfant. Par exemple, si c'est une leucémie. Hein? Alors, je ne développerai pas ça. Mais si j'ai ça à 30 qu'est-ce qui arrive? Je vais nourrir inconsciemment le conflit de mon enfant à 30 Exemple. Donc, je ne l'aide pas, là. Un exemple plus facile, la leucémie, un enfant qui aurait la leucémie, le conflit, c'est quoi? Bon, c'est beaucoup un grand stress par rapport à avoir l'impression de toujours à se battre dans la vie pour obtenir ce qu'on veut, ainsi de suite. Donc, le parent aurait ce stress-là en premier, puis l'enfant le ressent? Non, pas nécessairement en premier. Qui l'a en premier, qui l'a en deuxième, je ne sais pas. Mais on le porte les deux. Oui, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est parce que moi, comme parent, parce que je l'ai peut-être à 30 je vais nourrir le conflit de mon enfant. Alors, si je veux l'aider, j'ai envie de dire, il faut que moi, comme parent, que je traite la situation pour nourrir, entre guillemets, mon conflit de la leucémie. Ah, oui. Pour qu'une fois que c'est réglé, que j'arrête d'envoyer des énergies de ce conflit-là à mon enfant pour l'aider à ce que ça sorte. Un exemple de ça que j'ai eu à un moment donné, il y a quelques années, dans une librairie à Marseille, librairie ésotérique, une femme qui rentre avec quelqu'un en chaise roulante, plus jeune. Je supposais que c'était son enfant, mais qui était les mains un peu comme ça. Je ne savais pas trop qu'est-ce qu'elle avait comme maladie, mais j'ai su que c'était la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, le conflit s'est tombé. Je résume, là. Tombé. Au niveau... On a peur de tomber, on a peur de se faire tomber. Oui, attention, tu vas tomber. Alors, j'ai su dans l'histoire de la fille que la mère avait toujours peur que sa fille, elle tombe. Donc, ça fait que c'est le conflit programmant, hein? À peur de tomber. Donc, c'est comme si le vase commence à se remplir. Et à un moment donné, elle est sortie avec un étranger. Je me souviens pas si c'était un Tunisien, Égyptien ou quoi. Et son copain l'a laissé tomber. C'est ça. OK? Donc, sachant que le cerveau ne fait pas la différence que réel, imaginaire, virtuel ou symbolique, elle est tombée. Elle est tombée de haut. Donc, avec tous ces conflits programmants qu'elle avait accumulés et celui-là, qui est un grand stress pour elle, que son copain la laisse tomber, bien, a déclenché la sclérose en plaques. Alors, j'ai voulu essayer de faire comprendre à la maman en question, parce qu'elle dit « Monsieur Martel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ma fille, tout ça? » Et là, j'ai commencé à lui expliquer qu'il fallait qu'elle règle
le conflit, son conflit qu'elle avait en dedans d'elle par rapport au fait de tomber, qu'elle avait en elle-même le conflit de la sclérose en plaques. Mais c'était très difficile de lui faire comprendre ça parce que, regarde, elle marchait, elle n'avait rien, elle n'était pas malade. En voulant dire, ben, vous vous trompez, c'est ma fille qui est malade, qui est dans une chaise roulante, qui est comme ça, puis on voit que la maladie est quelque peu avancée. Ouais. C'est elle qu'il faut guérir. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai voulu lui dire, regardez, prenez la description qui est dans le Grand Dictionnaire de malaises et maladies, sclérose en plaques, lisez ça syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe, telle que décrite cette méthode-là au début du dictionnaire, pour qu'elle règle son propre conflit et qu'elle arrête d'alimenter le conflit de sa fille par rapport à la sclérose en plaques. Okay. Donc, ça, c'est important. Alors ça, bon, alors on n'a pas à se culpabiliser de ça. J'explique juste que le fonctionnement énergétique, si on veut, ou au niveau des pensées, des sentiments et des émotions, ça fonctionne comme ça. C'est impossible que j'ai quelqu'un comme mon enfant qui a une maladie et que moi, comme parent, je n'ai pas une partie du conflit. Je l'ai à 10 20 30 50 60 peut-être que je ne développerai jamais la maladie. Ouais. Mais j'ai une partie du conflit. C'est qu'en faisant le travail sur moi, le plus possible, j'aide mon enfant directement parce que je vais arrêter d'alimenter son propre conflit. Ça ne veut pas dire que je vais le guérir, mais non. je vais l'aider, en tout cas, à aller vers la guérison. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, s'il essaie de s'en sortir, tout ça, puis nous autres, on en remet par-dessus, là, c'est plus difficile à s'en sortir. Ouais. Donc ça, c'est très important. Alors, on voit parent-enfant que ça fonctionne comme ça, mais c'est la même chose aussi. C'est impossible que si j'ai quelqu'un dans ma vie, un partenaire de vie, je ne sais pas, moi, mon partenaire ou ma partenaire, qu'importe, là, développe, par exemple, un cancer du poumon, ben, je vais lire cancer du poumon et j'ai une partie du conflit. Moi, je ne développerai peut-être jamais le cancer du poumon. Qui se ressemble, ça semble à quelque part. Oui, voilà, par la loi des affinités aussi. Ouais. OK? Donc, ça c'est important aussi. Et ça va, bon, par un conjoint. Et mon frère, ma sœur, la même chose. Mes parents, mes enfants. On voit que ça va dans tous les sens. Parce que par la loi des affinités, comme par exemple, quand on parlait de génétique, je ne sais pas, moi, je viens au monde, on me dit « Ah, tu as les yeux de ton père, tu as les oreilles de ta mère. » Mais il y a une partie des émotions que je vis qui sont semblables à mes parents et tout, et qui sont semblables à mes frères et sœurs, et qui ressemblent aussi à mes enfants. Donc, à chaque fois que quelqu'un a une maladie, il faut que je me pose la question, c'est quoi le pourcentage de conflit que j'ai? Peut-être que je ne développerai jamais la maladie, mais si je veux réellement aider mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, et c'est important que je puisse travailler sur moi. C'est une façon de les aider. Donc, si j'ai toujours pensé, moi, Jacques, justement, avoir un problème de santé, si tu le dis à toute ta famille, puis c'est une famille très hypersensible, ils vont amplifier ton problème. Peut-être. Ah oui. Alors, il faut que tu saches le dire à quelqu'un qui va t'encourager et non t'amplifier ça. Quelqu'un m'avait dit, moi, j'ai rien dit, je me suis fait soigner, puis après ça, je l'ai annoncé. Puis je pense qu'elle avait bien fait parce que c'était une famille très, très dramatique. Là. Alors, ça aurait été... Je ne me serais jamais sortie, Marie-Claude, à quelque part. Là. Et on remarque, donc, si quelqu'un autour de moi a une maladie, ça a rapport à une partie de mon conflit. Ça, si j'ai parlé pour les êtres humains, mais c'est vrai pour les animaux aussi. D'ailleurs, j'ai souvent entendu ça, que nos animaux prennent beaucoup de charges au niveau de des problèmes de santé qu'on pourrait avoir. Mais ça fait partie de leur évolution aussi. Ils nous aident comme tampons, je dirais, là. Et c'est comme si la vie, quelque part, va leur remettre pour nous avoir aidés. Alors, c'est nos amis. C'est vrai que c'est nos amis. C'est ça. Et t'en es un, toi aussi. Merci, Jacques, et puis au plaisir. OK, merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, c'était Jacques Martel, auteur du Grand Dictionnaire des malaises et maladies, édition Atma Internationale. Merci.